Imaginez-vous en tant que petit insecte d'eau se déplaçant à la surface d'un étang. Les profondeurs de l'eau en dessous, incroyablement vastes pour votre petite taille. Et pourtant, vous avez la capacité d'ignorer tout ce qui se trouve en dessous, car votre mouvement est limité à la surface. Cette tension est tout ce qui empêche votre réalité de s'effondrer, bien qu'elle le pourrait facilement. Il suffirait qu'un humain mette sa main dans l'eau et fasse un éclaboussement. Tout à coup, l'eau sur laquelle vous vous teniez avec tant de stabilité a révélé sa véritable forme. Un maelstrom chaotique et en perpétuel changement que des êtres bien plus grands que vous peuvent modifier à leur guise. Pour le Géris, la main qui perturbe la surface de sa petite réalité est si inconcevablement grande et forte qu'elle est digne de révérence et de terreur absolue, même sans aucune conscience ou connaissance de l'organisme titanesque, l'humain, auquel elle est connectée et par lequel elle est manipulée. Bien que nous, en tant qu'humains, ayons la capacité de comprendre cette métaphore, elle nous offre aussi peu de consolation que le fait que le Géris puisse se tenir à la surface de l'étang. Nous avons été faits pour appeler cette réalité instable notre maison, et pour croire que nous sommes solidement présents et importants en son sein. Mais il existe sans aucun doute des êtres au sein de la réalité qui existent au-delà de notre compréhension la plus folle, et certains d'entre eux possèdent des mains tout comme les nôtres. Un homme effrayé en tenue de prisonnier arrive à un arrêt de bus avec peu de souvenirs de comment il est arrivé là. Tout ce que le prisonnier sait, c'est que la route sur laquelle il se trouve n'est qu'à quelques kilomètres de sa ville natale, un endroit qu'il n'a pas vu depuis son malheureux virage vers une vie de crime. De vagues souvenirs d'avoir été arrêté et interné dans un établissement correctionnel semblent obscurcir son esprit, mais il y a certains détails du site où il a été détenu qui semblent tout à fait fantastiques. Bien qu'il soit compréhensiblement assez anxieux à propos des lacunes dans sa conscience, la perspective de rentrer chez lui après tout ce temps remplissait le prisonnier d'un sentiment de catharsis chaleureuse. Il courait sur la route avec une joie presque célébratoire, se rappelant toutes les fois où il l'avait fait lorsqu'il était jeune. Le dur ciment sous ses pieds ressemblait à des kilomètres de soie et de dentelle, tant il était nostalgique d'être de retour. Le prisonnier se demandait qui parmi ses anciens amis et parents serait là pour l'attendre. Il savait que ses parents ne seraient pas là, évidemment, mais en ce qui concerne les gens de la ville avec qui il allait à l'école, il y en avait quelques-uns qu'il savait qu'il devait aller voir. La route s'étendait dans un motif en spirale inhabituel, mais malgré cela, c'était sûrement le même chemin qui menait le prisonnier en ville. Il est arrivé à la rue principale exactement dans le temps qu'il pensait que cela lui prendrait, et cela même avec l'étrange spirale qu'il a traversée en chemin. Il pensait qu'il imaginait peut-être seulement l'étrangeté de la route familière mais inquiétante. Peut-être qu'il imaginait tout cela. Pendant quelques brefs instants, l'environnement du prisonnier est devenu une chambre confinée et presque sans lumière. Il a d'abord pensé que c'était une cellule de prison, sa cellule de prison. En voyant ce qui était également dans l'unité de confinement, son esprit cherchait à comprendre. Au centre de la chambre se trouvait une main humaine vraiment énorme. Elle n'était attachée à aucun bras ou corps de quelque description que ce soit. Mais ses tics errants ont rendu évident pour le prisonnier qu'elle était toujours vivante. Le prisonnier a crié, reculant vers la rue principale de sa ville natale. C'est là où il était, et aussi là où il avait été tout ce temps, évidemment. Peut-être qu'une tasse de café au diner de Smith atténuerait mes nerfs, pensait-il. Le retour vers son lieu de rencontre adolescent était comme il s'en souvenait. Cela devait être un bon signe, bien que lorsqu'il est entré dans le vieux diner, les choses n'étaient pas comme le prisonnier l'avait prévu. Il n'y avait personne assis à aucune des tables, qui étaient autrefois bondées tous les jours de la semaine à l'époque. La seule autre personne dans le diner était le barista derrière le comptoir, dont le visage semblait inexplicablement voilé dans l'ombre. Le prisonnier était d'une certaine manière sûr que le barista devait être l'un de ses vieux amis, qui avait réussi à rester hors de problème et à devenir un détenteur de clés chez Smith pendant leurs années d'adolescence. Il avait toujours pensé que son ami aurait un avenir là-bas tout au long de ses années d'adulte, ce qui, bien que cela puisse effrayer un jeune, la perspective d'un emploi stable semblait beaucoup plus idéale maintenant que le prisonnier avait connu les conséquences d'une carrière criminelle. Il a appelé son ami, qui semblait exceptionnellement concentré sur l'utilisation de la machine à café. Cela ne serait pas inhabituel s'il y avait réellement des clients dans le dîner, mais leur absence rendait ce comportement particulièrement étrange. Le prisonnier parlait fort pour être entendu par son ami, mais il n'obtenait aucune réponse. Peut-être qu'une personne solitaire pourrait hésiter à reconnaître quelqu'un portant une combinaison de prisonnier orange, même si elle les connaissait à un moment donné. Le prisonnier, indomptable, s'approchait de son vieil ami,
frappant la machine à café pour capter son attention. Cela a réussi à faire regarder le barista dans sa direction, mais une vague de regret a submergé le prisonnier lorsqu'il a réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas avec son ami. Les ombres qui s'accrochaient étrangement au visage du barista tourbillonnaient, comme de l'eau noire s'écoulant dans un évier, un vide abyssal à la place de sa tête. Le prisonnier pensait qu'il regardait l'infini, mais au fond du trou sombre qui était le visage de son ami, il pouvait voir cette même main de sa vision précédente, qui tressaillait dans l'obscurité. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant à propos de cette main, malgré, ou peut-être à cause de, elle semblait ignorer l'existence du prisonnier. C'était sans doute dû aux événements bizarres, mais impossible de la raisonner. Il se retourna et courut vers la porte d'entrée du diner de Smith, convaincu que ce qu'il regardait n'était plus son ami, si jamais il l'avait été. Il a déboulé par l'entrée, et à son grand malaise, s'est retrouvé à entrer dans la même pièce. L'intérieur était identique à ce qu'il était il y a quelques instants, à l'exception du barista qui avait également disparu. Le prisonnier éprouvait désormais une gênante sensation de déjà-vu. Était-ce la première fois qu'il entrait dans le diner de Smith depuis son arrivée en ville? Il ne pouvait pas dire, et plutôt que de rester à l'intérieur et d'attendre que quelque chose de plus inhabituel se produise, il a quitté le dîner. Dès qu'il a franchi la porte, les souvenirs de voir son ami, le barista, se sont estompés dans son subconscient. Cela n'aurait pas pu se produire, c'était un rêve pour lui. Cependant, en même temps, le prisonnier ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il venait d'être réveillé. Compte tenu de la nature de plus en plus déroutante de la situation, le prisonnier a choisi de changer son approche pour explorer cette version apparemment modifiée de sa ville natale. Il décida de visiter la maison d'une de ses connaissances d'adolescence, espérant trouver des personnes ordinaires pour discuter. Il n'avait pas de voiture, donc il devrait faire le trajet à pied. Bien qu'être un criminel à vie signifiait que le prisonnier n'était pas au-dessus d'un petit vol de voiture, il n'y avait pas de voiture sur le trottoir à voler. Bien que sa ville natale ait toujours été petite en termes de population, elle était rarement animée d'activité. Les distances entre les maisons à cause de la forêt et de l'agriculture signifiaient que les véhicules à moteur avaient toujours été une nécessité pour le fonctionnement de la communauté. Ne voir aucun d'eux, et pas de gens non plus, n'était pas de bon augure. Le prisonnier se souvenait encore assez bien des rues et se dirigea vers la maison de son cousin, tout en secouant le sentiment de peur et de solitude qui l'envahissait. Bien que principalement un ami de circonstance, le cousin du prisonnier était un de ses liens familiaux les plus solides et anciens. Ils avaient même été ensemble des nuisances locales pour les policiers, traversant imprudemment et traînant partout en ville. Contrairement au prisonnier, le cousin du prisonnier avait cessé de commettre des crimes. Cependant, il était probable que son cousin puisse toujours être une présence compréhensive s'il pouvait le joindre. Malheureusement, il ne semblait y avoir personne à la maison de son cousin. Le prisonnier a frappé à l'entrée et à l'arrière, inspectant chaque fenêtre pour détecter une activité interne. Les lumières étaient allumées, mais il n'y avait personne en vue à l'intérieur, encore moins le cousin du prisonnier. Il a de nouveau réalisé que son apparence de prisonnier aurait pu être alarmante, que les occupants de la maison pourraient se cacher de lui. Cependant, il n'avait vu ni la police, ni aucune voiture de police nulle part. Sûrement, s'il était considéré comme dangereux, quelqu'un en ville l'aurait signalé. En ce moment, même l'attention des forces de l'ordre, aussi indésirable soit-elle dans la plupart des circonstances, semblerait être un événement rassurant et normal. Cela a fait tourbillonner à nouveau les pensées du prisonnier, alors qu'il devenait paranoïaque, que personne n'avait été là pour le voir depuis qu'il était revenu en ville. Et si tout le monde était parti? Effrayé, le prisonnier lança un morceau de ciment cassé trouvé par terre à travers la fenêtre de la maison de son cousin. À sa surprise, il fut frappé par derrière par ce même morceau de ciment. Alors qu'il regardait l'objet solide qu'il avait lui-même lancé, il entendit un bruit soudain qui ressemblait à du verre qui se brise. En regardant la fenêtre qu'il avait visée, le prisonnier remarqua que le verre s'était brisé en un motif spiral distinctif. La fenêtre elle-même était intacte, ne montrant aucun autre signe de dommage, mais l'étrange spirale semblait presque intentionnellement gravée. Au-delà du verre maintenant déformé, le prisonnier pouvait voir que l'intérieur de la maison avait été remplacé d'un seul coup par une chambre entièrement différente, mais maintenant trop reconnaissable. C'était un endroit sombre, avec cette même énorme main désincarnée. Sans même savoir qu'il l'avait fait, le morceau de ciment était à nouveau dans la main du prisonnier. Distraitement, il a lancé à nouveau le ciment dans la fenêtre, brisant cette fois sa surface en 1000 éclats. Le reflet dérangeant avait disparu,
et l'intérieur de la maison était revenu à la normale. Ou du moins, revenu à ce qui était attendu. Toujours aucun signe du cousin du détenu, mais il avait promis d'entrer maintenant dans la maison. Il est entré par la fenêtre, surpris de l'absence d'alarme. Comme dit le proverbe, c'était calme. Trop calme. Il errait dans la maison familière, à travers des couloirs sombres, et montait et descendait d'étranges escaliers liminaux. Il lui a fallu beaucoup de temps pour réaliser que la maison de son cousin était beaucoup plus grande qu'il ne s'en souvenait. Ce n'était pas étonnant, car plus il s'enfonçait dans l'intérieur caverneux, le prisonnier pouvait voir que des parties de sa maison d'enfance avaient été incorporées dans le bâtiment. Cela n'augurait rien de bon, car la maison de ses parents était l'endroit en ville où il voulait le moins être. Il n'y avait pas de voie dégagée pour sortir. Après avoir gravi un escalier en spirale, le détenu se retrouva à la porte de la chambre parentale. Quelque part au plus profond de son subconscient, il savait ce qui l'attendait à l'intérieur de cette pièce. Il ne voulait pas ouvrir la porte. Les ombres semblaient grandir tout autour de lui. Et alors que le prisonnier se détournait de la porte, il se retrouva face à face avec son cousin. Ou plutôt, c'était son visage regardant un puits vide similaire à celui de son ami Barista, là où aurait dû se trouver la tête de son cousin. Dans l'obscurité ombragée de tout le visage de son cousin, la main semblait pointer vers la porte. Le prisonnier regardait avec horreur alors que son cousin pointait également vers la porte avec l'une de ses propres mains. Il voulait fermer les yeux, nier ce qui était devant lui, mais l'image persistait, et les étranges perturbations de ses sens ne faisaient que devenir plus prononcées. Il entendait des choses qui n'auraient pas dû se produire, en partie parce qu'elles s'étaient déjà produites il y a longtemps. Les voix tendues de ses parents gargouillant dans leur propre sang semblaient émaner de derrière la porte. Il pouvait entendre des bruits d'assommement qui se répétaient à des intervalles irréguliers, noyant et affaiblissant les voix, mais sans les éliminer complètement. Le prisonnier ne pouvait ni fermer les yeux, ni se boucher les oreilles. Au lieu de cela, il était fasciné par la main qui tremblait. Était-ce un test pour lui? Savait-elle tout ce qu'il savait? Si j'y vais, ils mourront. Ils mourront parce que c'est moi qui leur ai pris leur vie. Ses pensées étaient aussi fortes que les cris de douleur. Mais d'une manière ou d'une autre, un message venant de l'au-delà de sa perception a retenti et lui a rappelé la vérité, où il était vraiment. Dis 34 678 sort. C'est ta seule bouée de sauvetage. C'était la voix du gardien de sa prison. Non, ils n'étaient pas gardiens. Des chercheurs. Et je fais partie de leur test. Ils testent la main. Aussi rapidement que son psychisme fracturé a pu tout assembler, la porte s'est ouverte derrière lui, et une version plus jeune de lui-même est sortie, portant une batte de baseball en aluminium ensanglanté. Le prisonnier a regardé cet autre lui-même dans les yeux, provoquant une panique mutuelle entre les deux. Par peur pour son avenir, le jeune meurtrier a balancé la batte et a frappé l'étrange vieil homme en combinaison de prison fort dans le crâne. Il ne peut pas y avoir de témoin, pensa-t-il, s'assurant que son travail était fatal. Le prisonnier n'a pas survécu, et apparemment son jeune moi non plus. L'équipe de recherche de la fondation SCP du site 22 a découvert que D34 678 avait mutilé son corps avec un instrument inexistant après être entré dans la chambre de confinement. Le retour fantasmagorique complet de D34 678 dans sa ville natale et sa mort accidentelle subséquente étant un incident qui s'est produit entièrement à cause de la réalité déformée de SCP-5688. La main géante, mesurant 3 mètres de haut et 1 mètre de large, est un objet de classe Euclide qui, bien qu'animé, ne semble pas posséder une psyché active. Les seuls mouvements que SCP-5688 a été connu pour afficher sont entièrement des spasmes nerveux aléatoires, qui ne peuvent ni être prédits, ni provoqués. La main a été découverte sous le site 22, entièrement enfouie dans la terre et la roche de la croûte terrestre. On ignore actuellement combien de temps la main avait été inerte à l'endroit de sa découverte, et la seule raison pour laquelle elle a été déterrée était une expansion prévue de la partie de confinement souterraine du site 22. Le projet de construction a été achevé, et SCP-5688 a été placé à l'intérieur de l'une des unités de confinement nouvellement construites. Les expériences montrent que SCP-5688 distord la réalité environnante. Habituellement, cela se limite à la chambre où il a été stocké, et pour cette raison, il est censé y rester afin que les procédures de confinement puissent être respectées.
la variance et la gravité de la distorsion de la réalité qui se produit lors de l'interaction avec SCP-5688 font toujours l'objet de recherches approfondies grâce à l'utilisation du personnel de classe D. Bien que la main n'inflige aucune violence directe au sujet de test, il y a eu un certain nombre de victimes parmi la classe D en raison de la nature complètement imprévisible des effets de SCP-5688 sur la réalité. La mission de D-34678 n'avait été que d'observer SCP-5688 sans interruption aussi longtemps que possible, et le passage à tabac inexpliqué qui a entraîné sa mort n'était qu'une des nombreuses façons dont la réalité altérée aurait pu se manifester. Curieusement, un autre membre de la classe D, D-Sept-1452, avait reçu pour mission de percer la chair de SCP-5688 avec une lance pour voir si la main se défendrait contre l'attaque. Les résultats ont finalement été non concluants, car la lance n'a pas pu entrer en contact avec SCP-5688, le bois et le métal se tordant en forme de spirale, ainsi que plusieurs doigts de D-Sept-1452. D-Sept-1452 n'a ressenti aucune douleur pendant la transmutation de ses doigts, mais a néanmoins nécessité une chirurgie corrective pour détacher sa main de la lance. Ces résultats mettent en évidence l'aspect le plus atypique des propriétés de déformation de la réalité de SCP-5688, la prédominance des motifs en spirale. Qu'il s'agisse de l'apparition d'ombres en spirale ou d'objets qui se tordent et se reforment en une formation en spirale, il est étrangement courant que les manipulations de la main répètent cette modification. Bien qu'il n'y semble pas de cause solide derrière l'apparition récurrente de ces... Cela suggère que SCP-5688 n'est pas totalement chaotique et aléatoire dans la façon dont il influence la réalité. Peut-être que la spirale est d'une certaine manière liée à la séquence de Fibonacci, une séquence mathématique récursive qui est associée au nombre d'or, une symétrie sous-jacente qui est censée indiquer la beauté universelle des phénomènes visuels. D'autres pourraient dire que les spirales sont beaucoup plus intrinsèquement dérangeantes, car l'idée de récursion infinie implique une éternité inévitable et hypnotique. Les intentions, s'il y en a, derrière l'affinité de la main pour les spirales ne peuvent pas être discernées pour le moment. Ces spirales sont loin d'être le seul tour dans la manche du bras inexistant de SCP-5688, car il a la capacité de piéger ceux qui interagissent avec lui dans des prisons mentales impressionnistes qui sont imperceptibles de l'extérieur. Au sein de ces sous-réalités délirantes, presque tout peut arriver, ou en même temps, ne pas arriver. Les règles du temps et de l'espace sont suspendues, et cela peut entraîner un certain nombre de modifications qui ne peuvent être reproduites ou conçues en dehors de la description des résultats du test. Dans un test impliquant une classe D, le sujet est à la fois mort de manière explosive et gratuite, et pourtant a également survécu à l'expérience, bien qu'il soit coincé dans un état de sommeil suspendu inaccessible. Les deux résultats ont été enregistrés par la Fondation, et les deux sont effectivement vrais, l'équipe de recherche présente sur le site 22 se souvenant des deux événements avec une clarté parfaite. SCP-5688 a l'étrange capacité de permettre à des résultats contradictoires de se produire au même moment et dans la même période de temps. Mesurer et cataloguer les nombreux effets de la distorsion de la réalité de SCP-5688 sont certainement la principale source de recherche sur l'objet de classe Euclide. Mais il y a un objectif secondaire aux tests qui sont en cours. Le Dr Henrich du site 22 insiste fortement pour obtenir un échantillon d'acide désoxyribonucléique fonctionnel de SCP-5688. Malgré la difficulté de cette tâche, son importance est primordiale pour lui. Depuis une rencontre avec la tendance de SCP-5688 à créer des réalités de poche, le Dr Henrich est raisonnablement convaincu que la main est en quelque sorte une réplication ou une variante d'univers alternatif de sa propre main. Cette théorie n'a pas beaucoup de preuves, en dehors du témoignage du Dr Henrich sur sa propre expérience avec la main, ainsi que du journal d'expérience qui a été mis à jour sans la connaissance d'aucun membre de l'équipe de recherche. On pourrait faire une inférence sur le lieu de découverte de SCP-5688 et le fait que sa proximité avec le site 22 pourrait impliquer un lien entre le Dr Henrich et la main. Ce ne serait pas la première fois qu'un SCP serait supposé avoir été amené à l'existence suite à l'exposition d'un chercheur à une réalité déformée, surtout si l'on croit à la théorie qui relie SCP-106 le vieil homme et le docteur Robert Scranton. SCP-5688 pourrait être un autre SCP qui a été créé comme un résultat fortuit de la recherche de la Fondation. Alternativement, SCP-5688 pourrait être le futur du Dr Henrich, après un événement pas encore survenu dans notre réalité. La troisième partie responsable, qu'elle soit une force consciente ou non,
serait le catalyseur inconnu de l'existence de SCP-5688. L'événement transformant la main du Dr Henrik en SCP-5688 n'a peut-être pas eu lieu dans notre réalité, mais s'est irrévocablement produit dans sa propre version de la réalité. Bien que cela puisse être une bonne nouvelle pour le Dr Henrik, car il n'aura pas à craindre pour la sécurité de ses membres, cela signifie également que SCP-5688 existe et continuera d'exister, indépendamment de ce que la Fondation peut faire. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez un jeune chercheur aujourd'hui. Allez maintenant regarder une autre entrée des fichiers du Dr Bob, comme SCP-513 une cloche de vache.